Nous savons que l'État profond ne veut pas que quiconque le remette en question, car il y a une certaine idéologie derrière sa manière d'agir. Mais aux États-Unis, un nouveau président peut parfois infléchir ses stratégies, leur donner une nouvelle orientation, ce qui n'est pas vraiment le cas en Europe. On ne voit pas cela se produire là-bas. Nous avons observé certains changements aux États-Unis pendant l'administration Trump, notamment en ce qui concerne les politiques en Ukraine. Mais ce type de virage ne se produit pas en Europe. Comment voyez-vous l'influence que l'Europe exerce en Ukraine? Parce que je ne sais pas si tu te souviens, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, on a découvert que la plupart des communications avec l'administration Zelensky et l'Ukraine étaient gérées par les Européens, essentiellement le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Tu sais, d'une certaine manière, la majorité du travail de communication et de renseignement était effectué en Europe. Et aujourd'hui, avec l'administration Trump, la situation est encore pire. Il n'y a pratiquement plus de lien entre les États-Unis et l'administration ukrainienne. Ils ne s'apprécient pas vraiment, à mon avis. Mais comment vois-tu le rôle de l'Europe? Parce que d'un côté, on pourrait dire que la guerre en Ukraine touche à sa fin. D'un autre côté, on voit que les Européens essaient désespérément de poursuivre le conflit. Vous savez, ils évoquent quelque chose de très étrange. Par exemple, l'utilisation des avoirs russes gelés en Ukraine. Non pas par la Russie elle-même, mais par les Européens. Ce sont eux qui décident de la manière dont ces fonds sont utilisés en Ukraine. Même si l'on suppose qu'ils veulent sincèrement faire quelque chose de bien pour l'Ukraine, des réparations, des prêts, quelque chose de ce genre. Comment percevez-vous l'influence que les Européens exercent dans cette situation? Pensez-vous que leur influence diminue? Reste-t-elle la même que sous l'administration Biden? Ou voyez-vous une certaine coordination entre des membres de l'establishment américain et les Européens contre l'administration actuelle? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de commencer par répondre à la question en disant que l'instinct colonialiste de vol en Europe reste fort. Il s'empare de l'un des plus grands actifs de l'État et s'en vante. En réalité, il vole la Russie en plein jour. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est évident que le principal colosse du monde, et je n'arrive plus à me souvenir du nom de l'autre dame, la chef de l'UMR, Ursula von der Leyen, tous ces génies, regardez-les simplement. Non, je ne pense pas que Trump puisse les supporter. Soyons un peu moins politiquement corrects ici. Comment peut-on comprendre ce que ces gens font ou pourquoi? Tout d'abord, c'est une forme de comportement autodestructeur. Ils courent partout en pensant pouvoir rassembler des ressources militaires. Ils en parlent tout le temps. Macron l'a déjà dit. Et maintenant, on entend des bribes laissant entendre qu'ils pourraient être en train de réunir des troupes de l'OTAN pour envahir ou défier la Russie. Je veux dire, c'est juste, ils n'arrivent tout simplement pas à sortir de cette hystérie, de ce cercle vicieux. Et plus ils s'enfoncent, plus il leur est difficile d'admettre que c'est un énorme problème. Vous savez, bien sûr, c'est idéologique, à mon avis. Bien sûr, c'est aussi cette obsession dont j'ai parlé, cette haine de la Russie. Mais ici, vous savez, je veux dire que, regardez, le Royaume-Uni, avec son approche historique et traditionnelle envers la Russie, le Caucase du Sud et la région de la mer Noire, veut affaiblir la Russie, ou qu'il veut soutenir, disons, Erdogan et la Turquie pour contrebalancer la Russie, comme il l'a fait par le passé. Ou encore, qu'il veut, vous savez, contribuer à affaiblir la Russie en soutenant la Turquie et l'ensemble du monde turcique, par exemple. Vous savez, c'était en quelque sorte la vision, disons-le ainsi,
lorsque les bolcheviks sont arrivés au pouvoir en 1917. L'Occident collectif paniquait. Le Royaume-Uni en particulier paniquait parce que, vous savez, Lénine avait déclaré la sortie de la Première Guerre mondiale. La panique s'est installée et ils ont pensé que la Russie allait conclure une paix séparée avec l'Allemagne et les puissances centrales. Ils ont donc essayé de s'engager dans ce genre de manœuvre géopolitique parasitaire, pensant pouvoir empêcher cela. En d'autres termes, l'Angleterre, l'Europe et la France, bien sûr, ont une histoire de tentatives visant à affaiblir la Russie sur le plan géopolitique. Le grand jeu, bien sûr, est un élément central de cette analyse. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Que veulent-ils de la Russie aujourd'hui? Vous savez, la Russie s'entend bien avec la Turquie. Bien sûr, la Russie et la Turquie entretiennent une relation fracturée et marquée par les conflits, mais cela appartient au passé. D'accord? Tout le monde comprend. Et je vais aborder cette panique autour de l'affaiblissement de la Russie en Asie centrale. Tout le monde comprend que la Russie et la Turquie se chamailleront au sujet de la mer Noire. L'accord de Montreux de 1936 a confié à la Turquie le contrôle des Dardanelles et du Bosphore pour réguler l'accès à la mer Noire. Mais la Russie s'en accommode. La Russie s'en satisfait. Elle collabore. Il y a du commerce. Je crois que la Russie construisait des centrales nucléaires en Turquie. Ainsi, la relation est paradoxale à bien des égards. Mais grâce au brillant corps diplomatique russe, elle a été gérée parfaitement. Erdogan le comprend. Même après qu'Erdogan a fourni des drones et d'autres équipements à l'Ukraine, la Russie et la Turquie ne sont pas entrées en guerre l'une contre l'autre. La Turquie est évidemment un pays membre de l'OTAN, et il est entendu, en coulisses, qu'il ne s'agit que de chamaillerie, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela? Le contexte ici, c'est qu'il me semble que la soi-disant Alliance financière mondiale ne le comprend pas vraiment. Les Macron de ce monde ne semblent pas comprendre qu'il y aura des querelles, mais qu'il existe une différence fondamentale entre se chamailler et gérer des relations fondées sur des intérêts de sécurité nationale. Votre relation avec les États riverains et avec la Turquie, par exemple, en mer Noire, dans le Caucase du Sud et dans la région au sens large. Et une autre chose, c'est d'aller exporter cette haine idéologiquement motivée d'un État, ce qui provoque un désastre potentiel, un désastre régional. À cet égard, je pense que les Européens, comme le souligne ce document sur la sécurité nationale, ont reconnu que c'est ce que l'Europe est devenue. Sur le plan socio-culturel, elle a décliné, à mon avis. Les politiques identitaires, le mondialisme néolibéral et l'internationalisme ont vraiment dévoré l'Europe. Ce n'était pas comme ça il y a 20, 30 ou 40 ans. Ils comprenaient certaines choses, qu'il s'agisse de tradition, de pragmatisme ou d'une approche sérieuse de la politique étrangère et de l'art de gouverner, mais maintenant, ils se comportent comme des enfants. Alors, vous savez, le vieux continent est fini, à mon avis. Et sans les États-Unis, ils sont simplement paralysés. Ils ne peuvent rien faire. Les États-Unis vont faire exactement cela. Ils vont se découpler de l'Occident. Ils protégeront toujours l'Occident. Ils interviendraient immédiatement s'ils voyaient une grave crise géopolitique ou de sécurité nationale se reproduire, ce qui est très improbable, une illusion, vous savez. Mais en ce qui concerne l'engagement des ressources américaines pour protéger l'Europe, je pense que cette époque est révolue. Et maintenant, l'Europe doit trouver une solution, comprendre comment maintenir l'Union, sans même parler de faire en sorte que l'Amérique continue de protéger ce qu'elle considère comme sa sécurité nationale, ou le danger qu'elle pense affronter de la part de la Russie, qui est inexistant. Poutine est un homme brillant. Il le comprend. Tout ce qu'il veut,
c'est préserver l'Ukraine, car l'Ukraine représente une menace existentielle pour la Russie. Et d'ailleurs, quand tout cela a commencé, la diabolisation de la Russie et tout le reste, réfléchissons à ceci. La Russie a commencé cela, a envahi l'Ukraine depuis une position stratégique plus faible. Elle y a été poussée. L'Occident collectif, comprenait que l'Ukraine est le cœur battant de la Russie. Et c'est précisément le point faible qu'ils ont découvert, n'est-ce pas? Ils ont essayé de titiller cet espace géopolitique, en sachant parfaitement que cela représenterait une menace existentielle pour la Russie, et que la Russie réagirait. Leur seul espoir, un espoir primitif, était qu'en agissant, en envahissant ou en défendant ses intérêts de sécurité nationale, la Russie fasse faillite, et que l'Union soviétique devienne, en quelque sorte, eh bien, une Union soviétique 2.0. Que la Russie s'effondre, et que toutes ces hyènes issues des entreprises occidentales et tout le reste viennent mener une nouvelle série, peut-être, de thérapies de choc et prostituent véritablement la Russie au reste du monde. Eh bien, cela ne s'est pas produit. Même si Poutine avait fait des efforts pendant des décennies, en parlant, en faisant des démarches, en reconnaissant que la Russie était finie, que l'Union soviétique était finie, en reconnaissant la perte, ils ne l'ont toujours pas accepté. Il a tendu la main et ils l'ont repoussé. Et voilà le résultat aujourd'hui. Tout cela vient de là. Enfin, pas entièrement, évidemment. Mais dans une large mesure, cette hystérie qui a submergé le vieux continent, soutenue par les néoconservateurs à Washington, y est pour beaucoup. Nous avons eu le conflit entre la Russie et la Géorgie en 2008. Puis est venue la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quelles leçons en tirer pour les pays du Caucase du Sud et d'Asie centrale? Je parle de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan. Et l'Asie centrale est si importante, surtout avec ce qui s'est passé en Syrie également. Comment voyez-vous la leçon pour ces pays? Car après tout, la prospérité de la région créerait une atmosphère où chacun pourrait se développer ensemble. Si l'on prend la direction opposée, ils vont tout détruire. Vous savez, je pense que la Géorgie a tiré cette leçon et qu'elle sait ce qu'elle veut faire de son avenir. Comment voyez-vous la situation en Géorgie en ce moment? Et comment voyez-vous les leçons à en tirer pour des pays comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Leurs populations ne sont pas très grandes, vous savez, pas très nombreuses. Et la manière dont ils se comportent, pensez-vous qu'ils prennent vraiment en compte la menace d'une confrontation avec la Russie? D'un autre côté, l'Iran pourrait se rallier à la Russie, et nous savons à quel point cette région est importante pour les deux pays, voire même pour la Chine. La Chine s'intéresse beaucoup à cette région également. Nima, voilà l'ironie du siècle, si tu veux mon avis. Un vrai paradoxe. Disons simplement que dans l'ère post-guerre froide, après l'effondrement de l'Union soviétique, toutes ces républiques ne croyaient qu'en une seule chose. Voici venir l'Occident, nous serons sauvés, la belle vie nous attend. Ce monstre soviétique avait disparu, et nous pensions que tout irait bien parce que l'Amérique viendrait, dépenserait énormément d'argent, ferait de la construction nationale, du genre de celle qu'on a vue après la Seconde Guerre mondiale, au Japon, en Corée du Sud, et tout le reste. Et maintenant, nous en sommes au point où non, la route vers la paix ne passe plus par les États-Unis, mais par la Russie. Et voici les gens, je vais probablement me faire éreinter pour dire cela, mais quiconque réfléchit sérieusement à la géopolitique, aux intérêts de sécurité nationale, à la rivalité entre grandes puissances, le comprend. Le problème, c'est que les fous qui le comprennent aussi, les sectes idéologiquement motivées, en réalité, ont été suffisamment puissants pour provoquer de graves perturbations. Ils ont largement contribué à l'invasion de la Géorgie par la Russie en 2008.
La vérité, derrière tout cela ou entre les lignes, c'est qu'on ne se bat pas. Si vous voulez de la stabilité, du développement économique, du commerce, gagner de l'argent et avoir de bien meilleures chances de paix dans la région, il faut trouver un terrain d'entente avec la Russie. À quel point faut-il être insensé? Des petits États de 3,7 millions d'habitants, comme la Géorgie, et l'Arménie juste à côté, avec 4 ou 5 millions, même avec le très puissant lobby arménien en Occident. À quel point faut-il être insensé en tant que dirigeant? Et l'Azerbaïdjan est passé par là, d'ailleurs, au début des années 1990, avec Elchi Bey. Il s'appelait Elchi Bey, j'ai oublié son prénom, qui était extrêmement pro-occidental avant l'arrivée au pouvoir des Aliyev. À quel point faut-il être aveugle pour ne pas voir les signes, pour ne pas être capable de faire quelques calculs stratégiques élémentaires et se dire « Regardez, nous avons ce voisin du Nord, doté du plus grand arsenal d'armes nucléaires, et aussi laid, pauvre et déchu qu'il puisse paraître aujourd'hui. » Je parle ici du début des années 1990.